Oui, Merci Madame la Ministre. Monsieur Picmal, vous oui, voulez compléter? juste quand même, parce que moi j'entends ce que vous dites et il y a quelque chose d'intéressant. Vous dites que ça a été un choix de votre part. Et vous, comme nous ici, ça a été un choix d'être là où on est. C'est pas quelque chose, c'est pas un travail subi. Alors la plupart beaucoup de nos concitoyens ont des travaux subis. Ils font un travail parce qu'il faut rapporter à manger. Ils font un travail souvent exténuant physiquement au nombre d'heures. Et ceux qu'on retrouve dans les clubs amateurs, c'est souvent des travailleuses et des travailleurs qui donnent aussi de leur jour et de leur nuit, et parfois des clubs qui n'ont même pas les moyens de pouvoir se payer par exemple un entraîneur quand c'est demandé, etc. Donc je pense que faut quand même faire attention à ça. Je ne doute pas que vous travaillez, que vous soyez passionné, même si on a des différends politiques certainement. Mais c'est le cas de tous les bénévoles qu'on voit, enfin d'une grande partie d'entre eux en tout cas, dans les clubs. Et je pense que là, moi j'entends que la fédération de tennis soit particulière. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de la fédération de golf ou autre, et que ce soit lié à un événement particulier. Mais là, il y a une question à se poser, c'est est-ce qu'un événement sportif d'une fédération ne doit pas contribuer, bon, à sa fédération, mais peut-être à d'autres aussi fédérations ou acteurs du monde du sport qui, eux, sont en difficulté financière. Je pense que c'est une très vaste et très importante question. Je l'ai dit, moi je souhaite que nos sociétés sachent évoluer vers une rémunération plus juste au regard de l'utilité sociale des différents corps professionnels. De manière symbolique, j'ai voulu marquer, y compris pendant la Coupe du Monde de rugby, par exemple, ma reconnaissance infinie pour le monde des soignants, par des petits gestes anecdotiques, mais qui, eux, venaient compléter d'autres initiatives prises par le gouvernement auquel j'appartiens et qui n'étaient pas à une échelle anecdotique. Il y a dans cette capacité de certaines fédérations à dégager de la marge brute d'autofinancement, précisément un ruissellement qui se fait derrière pour pouvoir développer les clubs, pour pouvoir développer les filières de haut niveau. Et l'engagement bénévole est quelque chose d'exceptionnel parce que précisément il y a cette générosité du dévouement et de l'investissement. J'ai été dès l'âge de 20 ans bénévole au service de ma fédération, en charge de la reconversion des sportifs de haut niveau, dès l'âge de 20 ans. J'ai continué après à occuper de nombreuses fonctions bénévoles dans ma fédération et ensuite en créant avec des amis une association où nous étions, là aussi, à donner notre temps pour le sport français gratuitement. J'en tire pas un mérite particulier, on le faisait ensemble parce qu'on était passionnés, investis. Moi, ce que je veux, c'est que les bénévoles partout en France, ils aient la reconnaissance de leur action, ils aient la capacité à ce qu'on valide les compétences qu'ils développent, à ce que les comptes personnels de formation, les comptes d'engagement citoyen retracent justement tout ça, que la valorisation des acquis de l'expérience sur laquelle je travaille ardemment en ce moment, et je reviendrai là-dessus le 5 décembre lors de la journée du bénévolat, oui, permettent de mieux remercier les bénévoles pour leur engagement. Mais ils ne le font pas pour l'argent. Ils le font pour la transmission, ils le font pour le contact auprès des autres, de la jeunesse. Et mon boulot sur ce plan, c'est notamment de faire en sorte de les décharger le plus possible de précisément tout ce qu'ils n'ont jamais demandé à faire en matière de tâches administratives ou autres. Voilà, derrière des rémunérations viennent des diplômes, des formations, des expériences professionnelles. Et encore une fois, pour moi, un des progrès essentiels que notre société doit parvenir à faire dans les années, les décennies à venir, c'est une reconnaissance plus juste de la contribution au bien commun des différents acteurs. Madame la Ministre, une question sur la FFF. Monsieur Jean Lapère, directeur juridique donc de la FFF, a fini par reconnaître au cours d'une audition la semaine dernière et
et après 1h30 d'audition, qu'on savait depuis longtemps que M. Noël Le Graët avait des relations hors code avec les femmes. À quel moment précis êtes-vous informé de problèmes à la FFF et par qui ? Vous savez, informé de problèmes à la FFF, je pense qu'il m'a suffi de voir le coup de peinture et le réchaud à gaz sur les travailleurs migrants au Qatar pour me dire qu'on avait un dirigeant absolument hors sol. Après, voilà, il a fallu que l'IGSR mène une enquête indépendante, à charge, à décharge, auditionne, récolte un certain nombre de témoignages, gagne la confiance parfois de certaines victimes ou victimes présumées pour qu'elles acceptent à leur tour de briser l'omerta et qu'elles disent un certain nombre de choses. Et puis, forcément, dans ce genre de contexte, bien sûr, des gens ont essayé de me dire des choses, de me parler, mais comme c'était le cas dans des registres très différents, dans d'autres domaines que j'ai eu à traiter, sur le rugby ou autre, je suis accessible, les gens me connaissent, je suis dans ce monde du sport depuis plusieurs années. Voilà, donc... Ce qui est important pour moi de dire, c'est que lorsque l'IGSR décide de faire cet article 40, je souligne bien dans chacun de mes éléments de langage que c'est au procureur qu'il reviendra de qualifier sur le plan pénal les faits dont il s'agit. Et dans le cadre de la conférence de presse que j'ai pu faire à l'issue, au moment de la reddition des conclusions de l'IGSR, j'ai repris les termes de leurs conclusions, qui étaient l'existence de propos ou de SMS, les uns ambigus, les autres à caractère sexuel. J'ai toujours veillé à utiliser toute l'information dont nous disposions et à rester à ma place, rien qu'à ma place, à ne pas me prendre pour une juge et à laisser, encore une fois, les autorités prendre leurs responsabilités. La justice, d'un côté, et elle le fera, elle rendra ses conclusions lorsqu'elle sera prête, et les instances qui, les unes après les autres, le comité exécutif, le conseil d'éthique, d'autres instances du monde du foot en viennent à dire qu'elles souhaitaient à un moment la démission de Noël Le Graët parce qu'il n'avait plus la légitimité pour piloter cette fédération. Voilà ce que je pense pouvoir résumer sur ce plan. J'espère avoir répondu à l'intégralité de votre question. Madame Florence Ardouin nous dit qu'elle avait échangé, qu'elle a eu un entretien avec vous et qu'elle a pu vous exprimer les comportements inappropriés de M. Noël Le Graët. C'est exact que j'ai eu un entretien avec elle. Elle a souhaité me parler. Voilà. Donc j'ai entendu ce qu'elle avait à me dire. Et en même temps, ça n'est pas moi qui étais en charge de l'audit. Donc j'ai toujours demandé à chacune des personnes, parce qu'il y a eu Florence, mais il y a eu d'autres femmes qui ont souhaité à certains moments me parler, me dire des choses, que chacune puisse s'exprimer dans le cadre juridique prévu pour ça, avec les garanties prévues pour ça, en termes de formalisation de leurs témoignages, de signature de leurs déclarations, de préservation de l'anonymat de leurs déclarations. Et je pense que cet audit a été de bout en bout mené de manière exemplaire par Caroline Pascal, Patrick Lavore, à la tête de l'inspection générale, et leur équipe d'inspecteurs, le trio qui a fonctionné sur cette inspection. On l'a souvent entendu dans le cadre de cette commission d'enquête, d'ailleurs dans plusieurs fédérations et dans plusieurs affaires, lorsque les victimes soit se sont exprimées, soit lorsqu'on a eu des témoignages.
du fait que souvent, il y avait plusieurs personnes qui étaient informées, qui étaient au courant de ce qu'il se passait et qui n'ont pas dénoncé ou en tout cas fait de signalement par rapport aux faits dont ils avaient connaissance. C'est le cas notamment à la FFF, où aujourd'hui encore, ça a été dit et ça a été rappelé, Monsieur Lapère nous a quand même dit au bout d'une heure et demie que tout le monde connaissait les comportements hors code de Monsieur Le Graët. Qu'est-ce qu'il se passe pour toutes ces personnes finalement qui étaient informées et qui n'ont pas signalé et pas fait de signalement alors qu'ils étaient informés des faits qui se passaient au sein de leur fédération. Parce qu'il reste encore des personnes aujourd'hui au sein de la FFF. Et dans d'autres aussi. Oui, il y a une enquête judiciaire qui est en cours et c'est des personnes qui peuvent être auditionnées encore. Hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'espère que ces précédents nous rendront tous collectivement meilleurs, plus aguerris, plus affûtés. Je pense qu'ils ont vu qu'il y avait une ministre dont la main ne tremblerait pas si de tels agissements venaient à se reproduire. Voilà, je pense que ce que je veux redire, puisque vous m'en donnez l'opportunité, c'est que signaler, c'est pas une option. Signaler, c'est une obligation morale. S'agissant de mineurs, c'est même une obligation pénale. Quand on est détenteur de l'autorité publique, c'est une obligation pénale là aussi, article 40. Quand on est un président de fédération, on est assimilable, puisqu'on est à la tête d'une fédération délégataire de services publics à une autorité publique. Donc on doit faire un article 40 quand on constate des choses. Et je ne peux que me féliciter que la PPL de Sébastien Pla affirme haut et fort, dans la loi, qui j'espère encore une fois sera votée le plus rapidement possible ici à l'Assemblée, il y a une obligation de signalement des clubs vers les préfets, des fédérations vers le ministère. C'est une obligation. Et c'est même, en termes de prescription, important de rappeler. C'est une évolution du droit depuis 2018, qu'il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Quand on est au courant des faits les plus graves contre des mineurs, la prescription, elle ne démarre qu'au moment où les faits auraient dû cesser. Et pour 6 ans, il y a du temps. Donc moi, c'est un appel, puisque vous m'en donnez l'opportunité, à tous ceux qui ont vu des choses et qui ont des suspicions, de le signaler. Ça ne veut pas dire d'accuser. Ça veut dire de donner la possibilité qu'il y ait une enquête et des vérifications dans toute la diligence nécessaire. Signaler, c'est sauver des vies. Roxana Maracineanu a indiqué à la commission « Un président ne peut plus dire qu'il ne savait pas ce qui se passait dans un tel club. Aujourd'hui, tout remonte en centrale de manière à ce que la ministre connaisse tous les sujets. Pensez-vous que cet objectif soit atteint ? En tout cas, moi, j'ai une transparence absolue de la part de la direction des sports dans le respect qui lui-même doit être absolu du contradictoire et donc des droits de la défense et du nécessaire anonymat qui doit accompagner des procédures judiciaires en cours. Mais je l'ai dit, si des décisions ne sont pas prises, ça n'est pas faute d'avoir l'information ou la capacité d'agir. D'où mon appel à ce que chacun prenne jusqu'au bout, dans l'exercice de son pouvoir, qu'il soit disciplinaire, administratif ou judiciaire, ses responsabilités. Notre droit est assez bien fait. Merci. Alors peut-être une question sur le COJO dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Comment jugez-vous en tant que ministre en charge des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 les informations relatives au montant et au montage financier pour la rémunération du président du COJO ?
Ces rémunérations, elles correspondent dans leur montant au plafond qui prévaut pour les dirigeants des établissements publics. C'est des seuils autour de 400 500 000 euros, je n'ai pas l'exactitude. C'est ce type de plafond qu'on trouve pour l'exercice des responsabilités de patron d'établissements publics. S'agissant des modalités, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des modalités qui ont été vues par l'ensemble des instances qui avaient à en connaître. Bien sûr, les services des ressources humaines du COJO, encore une fois, contrat documenté, tracé dans les systèmes, mais aussi tous les organes internes d'audit, de contrôle en matière déontologique, qui sont au cœur de la gouvernance du COJO, et avec des acteurs qui sont parmi, si je fais référence à un Jean-Marc Sauvé, j'aurais pu en citer d'autres, parmi les plus éminents hauts fonctionnaires que notre État ait pu confier. Ces procédures ont été regardées, elles ont été calibrées, auditées. Voilà, moi, je n'ai pas, dans mon rôle de ministre, de commentaires supplémentaires à faire. Ce que je peux vous dire, c'est que le contrôle du COJO, comme d'ailleurs de la Solideo, il est multidimensionnel. Le COJO fait probablement partie des entités aujourd'hui les plus contrôlées de France. Et c'est normal. Les équipes, à chaque fois qu'elles en ont eu la nécessité ou qu'elles y ont été appelées, ont coopéré de manière pleine et entière avec la justice. Et la justice fait son travail sans entrave et avec la diligence qu'elle juge nécessaire d'y mettre. L'INSEP est le seul établissement public placé sous le contrôle du ministère en charge des sports. Nous avons été très surpris, je pense plusieurs d'entre nous, lors des 2 heures d'audition que nous avons menées avec les responsables de l'INSEP. De la très grande impréparation, des nombreuses approximations, des inexactitudes, voire parfois des contradictions dans les réponses qui nous ont été apportées concernant la sécurité et les luttes contre les VSS notamment. Notre visite sur place a confirmé qu'il n'existait pas forcément de plan stratégique et opérationnel clair sur les questions et que la sécurité devait être grandement améliorée. La commission, en tout cas par le biais de Madame la Présidente et moi-même, on vous a adressé un courrier à ce sujet sur lequel on n'a pas eu de réponse jusqu'à présent. Peut-être que vous avez des éléments à nous préciser sur justement les interrogations qu'on a fait porter à votre connaissance. Absolument, et je vous remercie de ce courrier. Je l'ai là sous les yeux. C'est un courrier qui est daté du 10 octobre, qui a été enregistré par le bureau des cabinets en entrée. Le timbre est là le 16 octobre, sur lequel donc je vous dois et je vous ferai une réponse écrite. Elle est aujourd'hui en cours. J'attendais notre audition pour pouvoir vous l'adresser. Et ce que je veux vous exprimer, et la directrice des sports le sait, c'est que c'est pas une lettre qui m'a fait plaisir. Et c'est pas une lettre comme j'ai envie d'en recevoir d'autres. Et vous avez raison de soulever les points qui vous ont préoccupé. Et pour vous montrer notre communion de détermination sur ces sujets, sans attendre d'avoir votre courrier entre les mains, dès le 11 octobre, j'ai évoqué que le courrier que vous m'avez adressé a été enregistré dans les systèmes le 16 octobre, dès le 11 octobre, donc avant d'avoir reçu votre courrier, j'ai fait écrire ce courrier par la directrice des sports au directeur général de l'INSEP pour lui demander de renforcer de manière extensive tout ce qu'il avait à faire sur le champ des VSS en termes de procédures d'alerte, de signalement, de communication, d'explication sur les modalités de prise en charge des victimes et de prévention des situations à risque, ainsi que de systématisation de la formation de tous les publics. J'ai fait dans les jours qui ont suivi un point détaillé avec la sous-directrice en charge du pilotage de tout cela pour faire le point sur tous les leviers que nous avons besoin de renforcer à l'INSEP, mais aussi dans les établissements. Et un plan d'action complet est en train d'être finalisé sur ces sujets-là, qui ira jusqu'à mieux décliner
au cœur de la convention d'objectifs et de moyens de l'INSEP ces exigences et de les décliner également au cœur des conventions de collaboration entre l'INSEP et les différentes fédérations. Il faut mailler juridiquement le problème et faire en sorte que sur tous ces véhicules, on rehausse le niveau d'exigence et de mobilisation. Je sais qu'il vous est revenu par ailleurs sur le sujet de l'article 40, au sujet de Claire Palou et sur le timing dans lequel il l'a fait, avant son rendez-vous devant votre commission. Il a par ailleurs d'ores et déjà pris la décision de multiplier par 2 la taille de la cellule en charge des violences. Et j'ai rappelé à la directrice des sports et à la sous-directrice en charge du contrôle de ces établissements que je voulais qu'en matière disciplinaire, les choses soient menées avec plus d'exigence. Car ce que je n'ai pas compris dans l'affaire Palou, c'est que la commission de discipline n'ait pas, elle aussi, été saisie. Je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu de l'articulation entre l'admin, le judiciaire et le disciplinaire est essentiel et fait la force de notre dispositif. Donc ça n'est pas suffisant de saisir la justice dans ce type de circonstances. Il faut aller au bout de ses responsabilités en matière disciplinaire. Alors peut-être deux interrogations, enfin une interrogation et peut-être une précision. Ma question c'est plutôt, est-ce que vous étiez informé qu'il y avait des dysfonctionnements de ce type à l'INSEP ou est-ce qu'il y avait eu des alertes avant cette audition sur comment étaient mises en œuvre justement les directives en matière de lutte contre les VSS et des dispositifs, de la compréhension ou non d'ailleurs des dispositifs type signalement, type article 40 au niveau de l'INSEP. Et la deuxième chose, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'audition de Claire Palou ou pas, mais je pense que oui. L'une des pistes qu'elle évoque dans le fait qu'il n'y ait pas eu de sanctions disciplinaires, c'est que la personne mise en cause en question serait un potentiel médaillable aux Jeux Olympiques et Paralympiques l'année prochaine, et que c'est pour ça que la fédération n'a pas agi, ainsi que l'INSEP. Non, alors, est-ce que j'avais une alerte sur l'INSEP ? Non, pas de manière spécifique. Là encore, je pense qu'il faut proportionner les choses. Vous savez, la parole s'est quand même libérée dans les dernières années. L'écoute aussi. S'il y avait eu des problèmes de grande ampleur à l'INSEP, les choses auraient été dites, auraient été sues, au moins auraient été murmurées dans les couloirs, etc. Ce type de rumeurs qui me sont parvenues sur d'autres sujets, j'ai évoqué le foot et le rugby, ne me sont pas remontées à l'INSEP, qui pourtant accueille année après année des générations entières de jeunes champions, de jeunes au potentiel sportif. Donc là encore, je pense qu'il faut ramener à leur juste proportion les dysfonctionnements qui se sont produits. Maintenant, il y en a eu des dysfonctionnements. Il faut les traiter, en tirer les leçons. C'est ce qu'on a fait à travers ce courrier et le plan d'action du directeur général est attendu pour le plus prochain conseil d'administration qui aura lieu dans les toutes prochaines semaines, avant la fin de cette année. Sur la protection. Vous savez, moi je vais être très claire là-dessus. Des médailles, oui, mais pas à tout prix. Pas à n'importe quel prix et pas au prix du renoncement à nos valeurs et à nos convictions, parce qu'on n'œuvre pas seulement pour le court terme, on œuvre pour le long terme, donc l'exemplarité, elle est un impératif. Donc personne n'est protégé dans le sport français. Et surtout pas par la ministre. Personne. Et je dis souvent que les champions ont encore plus un devoir d'exemplarité, parce qu'ils sont regardés, ils inspirent notre jeunesse. Donc ne pensez pas du tout qu'il y ait de système de protection. Il n'y a pas de vache sacrée. Il y a des êtres humains qui doivent être respectés, et de la même manière que je dis on n'a pas des résultats à tout prix. Quand je m'insurge contre une certaine idée de la haute performance, par exemple dans la gym, c'est précisément pour envoyer ce message que non, c'est pas de la sueur, du sang et des larmes, le sport. C'est du sens, c'est de l'âme,
Mais c'est pas de la sueur, du sang et des larmes, et c'est pas des violences, et c'est pas de la destruction au nom de l'exigence. La vraie exigence, c'est celle qui embarque la bienveillance et le respect du sportif. Je voudrais dire là-dessus que je vous l'ai prouvé d'ailleurs dans les semaines écoulées. Nice, qui est parmi les équipes en tête du championnat de Ligue 1 aujourd'hui. Bon, j'ai pas hésité sur Youssef Attal à dire que c'était juste pas possible d'accepter qu'il y ait ce type de propos totalement inacceptables en matière de cautionnement, d'appel à la violence ou au terrorisme ou choses qui vont avec. Sur notre autre athlète, pareil, pas de vache sacrée. J'ai dit quand il a commencé à avoir des propos totalement consternants, tellement ils étaient déplacés sur les réseaux sociaux, j'ai pas hésité à élever la voix et à dire que c'était juste pas possible. J'ai oublié son nom, Makiedine Mekissi, Mayedine Mekissi. Multimédaillé, tout multimédaillé olympique qu'il soit. Trop important l'exemplarité. Donc personne n'est protégé, personne ne doit être protégé. Alors j'ai quelques questions concernant l'ANS, donc peut-être je vais toutes les poser d'un coup, comme ça au moins vous pourrez répondre à ces questions. L'ANS a été créée pour être un opérateur de l'État, et pourtant dans les auditions et les différentes personnes qu'on a pu entendre aussi, cette agence donne l'impression de se substituer parfois au ministère des Sports et parfois aux fonctionnaires placés par l'État au sein des fédérations, je pense au DTN, et même à des établissements publics reconnus du champ de la performance comme l'INSEP. Comment est-ce que vous garantissez que les actions de l'ANS soient bien contrôlées par les services de votre ministère ? Plus largement, quels sont les critères de sélection qui prévalent aux attributions financières de l'ANS ? Et quels sont les critères d'évaluation de l'efficacité de ces attributions ? Parce que quand on les a auditionnés, j'avoue que ce n'était pas très clair la manière dont justement étaient attribuées les subventions, sur quelle évaluation. Donc, est-ce que vous, de votre côté, vous avez peut-être plus d'éléments ? Qu'est-ce qui est mis en place en termes de procédure avec l'ANS pour en garantir la bonne utilisation de ces subventions ? Est-ce qu'il y a un contrôle régulier des pièces justificatives, par exemple, par le ministère des Sports ? Sur les anciens fonds CNDS, une partie de l'action d'évaluation de l'ANS est déléguée aux fédérations pour attribuer des financements aux clubs de ces mêmes fédérations. N'y voyez-vous pas un problème de gouvernance ou à tout le moins un problème d'indépendance, juge et partie, entre les deux ? Dans les conventions d'objectifs pluriannuels des fédérations, quel est le rôle de l'ANS ? Et particulièrement, finance-t-elle des actions pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes ? Si oui, quels objectifs fixez-vous au niveau du ministère ? Quel contrôle avez-vous mis en place et quel est votre bilan ? Comme ça, j'ai tout posé d'un coup. Oui, je pense que, vous savez, quand je suis arrivée dans mes fonctions, dès l'été qui a suivi, le 18 juillet, j'ai fait un séminaire à l'INSEP pour justement essayer de remettre la clarté nécessaire dans les rôles et responsabilités de chacun. Et j'ai fait faire à mes équipes, pour les partager aux acteurs du sport français, des schémas très clairs, établissant les liens contractuels entre les différents acteurs, direction des sports, Agence nationale du sport, l'INSEP, les CREPS, les établissements et les différentes fédérations avec leurs structures fêtières que sont le CPSF et le CNOSF. Donc, entre ces différents acteurs, j'ai affirmé un principe qui est de dire la direction des sports est en charge du régalien, elle donne les grandes orientations stratégiques, elle procède à l'évaluation, mais l'Agence nationale du sport est l'opérateur des politiques publiques sportives. Et à ce titre-là, elle pilote le programme Ambition Bleue sur la haute performance,
et elle pilote l'ensemble des actions de développement sur tout le champ des clubs et du déploiement de la pratique sportive auprès des licenciés dans les territoires. Ces 2 programmes stratégiques font l'objet d'une contractualisation entre l'agence et les fédérations, qui prennent différents visages selon le champ concerné. On appelle ça les projets pluriannuels de performance pour le haut niveau et les projets sportifs fédéraux pour la partie développement. Ils sont eux-mêmes avec un chapeau commun qui explique le projet fédéral. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, à la demande à l'époque de Roxana Maracineanu, au lendemain de l'été 2021, il y avait un 4e document qui déclinait les engagements en matière d'éthique, au titre du respect du contrat d'engagement républicain. À partir de cette contractualisation, qui repose sur une vision stratégique que propose la fédération à l'agence, au regard des impulsions stratégiques que celle-ci a posées. Il y a un certain nombre d'indicateurs et il y a des volumes de financement qui sont attribués, compte tenu du nombre d'athlètes présentés aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, compte tenu du nombre d'athlètes qui sont éligibles aux aides personnalisées, c'est-à-dire l'accompagnement sur le plan socio-professionnel, contrat d'insertion professionnelle, convention d'aménagement vers l'emploi, parfois contrat de mécénat ou contrat d'image, dans le cadre du pacte de performance. Sur le champ fédéral, la nouvelle philosophie qui diffère de l'époque du CNDS, c'est que l'agence délègue sur le champ du développement des enveloppes, qu'il revient aux fédérations de décliner ensuite à la maille des clubs, territoire par territoire. Les fédérations sont donc responsabilisées sur l'allocation financière des moyens qui leur sont dévolus par l'agence vers les ligues, les comités et les clubs. En regard de cela, dans le cadre du dialogue de gestion que j'évoquais tout à l'heure et du suivi qui est fait par l'agence du respect de ces différents documents, une évaluation est faite et les financements peuvent être ajustés. À la baisse, à la hausse. En fonction aussi, est-ce que c'est une fédération engagée sur les Jeux d'hiver? Est-ce que c'est les Jeux d'été? Quelle est la priorité du moment? Quel est le volume de coachs qui peuvent émarger au titre du plan coach mis en place par l'Agence nationale, qui là aussi sont au cœur des projets pluriannuels de performance des fédérations. Quels sont les contrats de préparation olympique que de grands entraîneurs ont en complément du plan coach dans le cadre du plan Ambition Bleue? C'est toute cette déclinaison, tout ce maillage conventionnel d'objectifs et de suivi qui sont mis en place. Et encore une fois, ce que j'ai demandé à la direction des sports d'impulser, c'est pour toutes les matières dont elle a la responsabilité, ou toutes les matières sur lesquelles elle a une responsabilité d'évaluation, il y ait dans le cadre du dialogue de gestion des rendez-vous pris selon une matrice des risques avec chaque fédération et qu'à l'issue de chaque entretien, il y ait la matérialisation dans une lettre de tous les points qui méritent un renforcement en termes d'action ou de suivi pour l'avenir. Ce dialogue de gestion, je le dis, était éteint. On se contentait de documents écrits, d'échanger des documents qu'en réalité les services ne lisaient pas ou ne lisaient pas suffisamment. Donc ce pilotage humain, mis avec du sens sur les choses, avec des priorités assumées et avec un suivi effectif derrière, c'est ça qu'on veut. Et on veut que cette philosophie se décline également entre le ministère et ses établissements publics, d'où le renforcement des contrats de performance, des conventions d'objectifs et de moyens.
Et vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, à l'égard du CPSF et du CNOSF, le soin et le temps qui ont été mis par mes équipes et celles de ces deux structures pour venir à bout de nos conventions d'objectifs et de moyens qu'on vient de renouveler. Avec des indicateurs hyper précis. On peut vous produire tout ça. Des tableaux entiers, Excel, revus X fois par les équipes et ensuite par moi. Et par les dirigeants de ces instances. Pour s'assurer que les moyens étaient correctement fléchés, priorisés, qu'on soit au rendez-vous des Jeux Olympiques et Paralympiques et qu'on soit au rendez-vous du développement de la pratique qui doit venir en héritage de ces Jeux, sans perdre de vue le régalien. Ce sont plusieurs millions d'euros de financement qui sont pilotés de cette manière.